Oui, oui, madame. D'accord. Maintenant, le problème qui s'était passé la dernière fois, c'était lorsque j'ouvre les fenêtres, ça ne marche pas. Maintenant, c'est bon. Vous voyez des fines. Oui, D'accord. Outbridge. Vous voyez les fenêtres. Par exemple, Bridge yes, Object. c'est bon. C'est bon, ça marche. Oui, D'accord. Donc, la séance d'aujourd'hui, normalement, elle est consacrée à l'étude dynamique du pont. D'accord? Mais vu que ça nécessite de connaître la réglementation utilisée, qui est le RPOA, le règlement parasismique des ouvrages d'art. Donc, je vais commencer en premier lieu par vous présenter le règlement. Ensuite, on va introduire les chargements dynamiques. Avant cela, je vais refaire rapidement l'analyse modale, chose que nous avons fait la dernière fois. D'accord? Donc, on a dit que l'analyse modale, c'est une analyse en vibration libre, c'est-à-dire il n'y a pas de chargement. Ça nécessite le modèle, de bien modéliser le pont avec son matériau et les, euh, le matériau et les sections, la géométrie, d'accord? La géométrie du pont ainsi que les appareils d'appui dans ce cas-là. Donc, si tout est modélisé convenablement, on a une rigidité correcte, d'accord? Pour l'analyse modale, on a besoin aussi de la masse, d'accord? La masse, elle est calculée en fonction de la masse volumique. Donc, on a introduit dans la rubrique matériaux la masse volumique, multipliée par le volume, ça donne la masse. Voilà. Donc, si on a bien introduit le matériau et la géométrie, et on a bien modélisé les différents éléments, on fait l'analyse modale. D'accord? Donc, l'analyse modale, je vais répéter, elle dépend de K et M, de la rigidité du pont et de la masse du pont, c'est tout. Donc, la rigidité, elle est représentée par la géométrie et le matériau, le module de Young E, et par les caractéristiques des appareils d'appui. Et la masse, donc, elle est donnée ici. Donc, la masse, on a déjà introduit dans le matériel. Voilà. Dans le matériau béton, on a introduit, voilà, donc si je vais mettre kilonewton, vous voyez les fenêtres. Oui. D'accord. Donc, on a introduit un poids volumique de 25 qui correspond à une masse volumique de 2,54. Si on voulait être exact, normalement, on met 2,5 fois 9,81 et on trouve, pour trouver 2,5 exactement. Mais ça ne va pas trop influencer. Donc, ici, on a introduit la masse volumique. Maintenant, le SAP, qu'est-ce qu'il va faire? Pour calculer le poids propre, il va prendre la géométrie, les sections, le volume et multiplier par masse volumique pour calculer la masse. Alors, pour vérifier si le calcul de la masse est bon, il faut aller vers Define. Donc, on va attendre. Voilà. Define, masse source. D'accord? C'est bon, vous voyez. Donc, masse source. Est-ce que la fenêtre est affichée? D'accord. Ici, oui. c'est bon. Vous trouvez trois choix dans masse source. Donc, ici, vous définissez la masse du pont. C'est-à-dire, vous allez indiquer au SAP comment la masse, elle est calculée. Vous avez trois choix. La première, c'est Form Elements and Additional Masses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, le SAP va prendre les éléments, d'accord? Les multiplier par la masse volumique, la géométrie des éléments, les multiplier par la masse volumique
et ajouter s'il y a des masses posées sur le pont. Dans ce cas-là, le katana, il n'y a pas de masse. Et il va calculer la masse. Donc, à partir des éléments et à partir des masses posées. Le deuxième choix, c'est form load. Donc, si on va cocher ici, vous voyez, donc ici, ça c'est grisé. Si on coche form load, on peut choisir les types de charges à partir desquels la masse va être calculée. Bon, là, on n'a pas introduit de type de charge, on n'a que dit, c'est-à-dire le poids propre. On peut l'ajouter et normalement, c'est la même chose parce que dit, c'est le poids propre. Donc, que ce soit à partir des éléments ou bien form load, on a la même chose dans ce cas-là. Le troisième choix, c'est form element and additional mass and loads. C'est-à-dire, il va calculer la masse à partir des éléments en multipliant la géométrie par le volume, par la masse volumique, ajouter la masse et il ajoute le chargement. Dans ce cas-là, ce cas est valable. Donc, ce cas est valable non pas lorsqu'on a le did, mais lorsqu'il y a d'autres types de chargements tels que, donc, qu'est-ce qu'on a dit? From elements and loads, c'est-à-dire si on a des charges d'exploitation, par exemple le Q, les charges de véhicule là, on les met ici avec une fraction. D'accord? C'est bon, c'est clair? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on choisit dans notre cas? On peut choisir la première, c'est la plus juste. D'accord? Bon, là, il faut savoir une chose qu'on n'a pas parlé encore sur ça. Dans le calcul dynamique, on prend la masse due à G et il y a une masse due à Q, logiquement. Logiquement, la masse, elle n'est pas due uniquement à G, à la charge permanente. Elle est aussi due à la charge d'exploitation. Vous m'entendez? Oui, madame. Logiquement, est-ce que la charge, elle est due uniquement à G? Non, même à la charge d'exploitation. Même à la charge d'exploitation. Dans la réglementation parasismique, on va voir ça. Donc, je vais déjà vous mettre le RPOA sur le Teams. Vous allez le voir. Donc, dans la réglementation parasismique, la masse, elle est calculée en prenant G plus un coefficient multiplié par Q. D'accord? Donc, c'est la masse due à G plus un coefficient dû à Q. Mais ça, c'est pour les ponts qui sont dans les zones urbaines. Dans les ponts qui sont en dehors des zones urbaines, le Q n'est pas pris en considération. D'accord? Les charges d'exploitation ne sont pas introduites. C'est clair? D'accord? Oui. Donc, si on a un pont dans une zone urbaine, c'est-à-dire s'il est situé à la ville, il faut prendre Q, mais avec une fraction, avec un coefficient multiplié par Q. Je vais m'expliquer. Parce que en cas de séisme, vous savez que le séisme a une durée de quelques secondes. D'accord? Au maximum, 60 secondes, 1 minute. C'est rare où on a un séisme qui dépasse. D'accord? Donc, la probabilité pour que le pont soit chargé durant un séisme est une probabilité faible. C'est pour ça on suppose que si le pont est en dehors de la zone urbaine, que le pont est vide pendant le séisme et on ne prend en considération que G dans le calcul. Donc, la combinaison de calcul, c'est G plus la charge sismique. Aussi, la masse, elle est calculée à partir de G uniquement. Maintenant, si le pont est dans une zone urbaine, s'il est à l'intérieur de la ville, d'accord,
on prend Q, mais on ne prend pas 100% de Q, mais on prend une fraction de Q parce que, voilà, la probabilité aussi d'avoir chaque mètre carré chargé par Q est une probabilité qui est aussi très faible. C'est pour ça qu'on prend une fraction de Q qui est 20% ou 25%. On va voir dans la réglementation. D'accord? C'est clair? Oui, c'est clair, madame. C'est clair. Vous avez vu ça? On vous a parlé de ça? Là. Non. Non. Là. Pour les ponts ferroviaires, que ce soit dans une zone urbaine ou pas, la charge Q, elle est prise en considération avec un coefficient de 30%. Donc, c'est G plus 0,3 fois Q. Ça y est? Maintenant, donc ça, c'est pour... donc, c'est une explication concernant la charge d'exploitation. Donc, si pour ce pont-là, il se situe en dehors de la ville urbaine, donc on n'a pas à modéliser que, d'accord? Mais si on a que, il suffit de cliquer sur Form Load, donc mettre ici did et ajouter que avec le coefficient qui correspond. D'accord? C'est bon? Maintenant, est-ce que nous avons bien modélisé la charge permanente G ou bien il manque quelque chose? Donc, la question que je vous pose, est-ce que G, la charge permanente, elle est bien modélisée ou bien d'après vous, il manque quelque chose? Il manque. Qu'est-ce qu'il manque? Madame, dans ce cas, est-ce qu'on utilise la charge d'exploitation du règlement? Comment? J'aimerais savoir, dans ce cas, est-ce qu'on utilise les charges d'exploitation fournies par le règlement pour ce cas, pour cette modélisation? Pour cette modélisation, le pont, pour ce pont-là, c'est un pont qui existe, c'est le pont PK41, il fait partie de l'autoroute. Il se situe en dehors de la zone urbaine, donc on ne prend pas en considération le que. D'accord, monsieur? D'accord. Mais pour le G, est-ce qu'il est bien pris en compte, d'après ce que vous avez étudié dans les ponts? Est-ce qu'on a tout modélisé? Est-ce qu'on a modélisé tous les chargements qui provoquent le G? Est-ce que, je m'explique plus, est-ce que dans un pont, il n'y a que la charge permanente, que le poids propre plutôt dans G? G, c'est la charge permanente, total. Est-ce qu'il n'y a que le poids propre du pont? D'après vos connaissances. Est-ce que vous avez essayé de voir une descente de charge d'un pont? Vous avez vu quelque part une descente de charge d'un pont? Vous m'entendez? Non, mais il y a madame, oui. aussi les charges de Oui. tablier, les charges de garde-corps, Très bien. Donc, le tablier, c'est en béton armé ou là, en béton pré-contraint, c'est pris. On a introduit la géométrie du tablier, donc ce n'est pas un problème. Il reste le garde-corps, le revêtement, les trottoirs, d'accord? Donc, tout ce qui est, donc normalement, vous connaissez mieux que moi ça. Si vous prenez une descente de charge du pont, donc il y a aussi autre chose que le poids propre. C'est ça.
Donc, dans la descente de charge, pour simplifier la modélisation, donc nous avons vu, par exemple, dans le bâtiment, on clique sur l'élément, on applique la charge G, qui est égale à 20 kN ou la 25, d'accord? Mais dans le cas du pont, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer le pourcentage de ces chargements par rapport à la masse totale. D'accord? Donc, on calcule la masse totale due au poids propre et on calcule le pourcentage. Le pourcentage dû au revêtement, trottoir, garde-corps, etc. D'accord? Et on l'introduit. On ajoute une force. Par exemple, généralement, c'est autour de 20%. D'accord? Donc, si on a 20%, on ajoute une charge de 20%. Donc, on ajoute dans define load pattern. Donc, dans load pattern, vous remarquez qu'il y a dit qui a été fait automatiquement par le SAP. On peut, par exemple, ne pas l'utiliser parce que vous avez vu qu'elle peut causer des problèmes. On peut mettre G, G1 ou la G poids propre. D'accord? Ça, c'est la charge due au poids propre. D'accord? Ensuite, on ajoute une fraction de G poids propre. C'est cette fraction qui va représenter la charge des trottoirs, du revêtement, garde-corps, etc. Par exemple, si elle représente 20%, il faut la calculer. Hein. Donc, elle va être multipliée par 0,2. Ça, juste, c'est une astuce pour modéliser ces types de chargements, pour éviter le fait de sélectionner et appliquer des chargements, surtout lorsqu'on passe d'une modélisation linéaire, modélisation plaque, etc. Ça va être difficile. Parce que quitte le bridge wizard, tout va changer. Voilà, je vais changer le nom. Donc, ça, c'est la G, c'est pas poids propre, c'est G si vous voulez. Add new length. Voilà. Donc, on a défini deux types de chargement. GPP, c'est la charge qui va représenter le poids propre. Et G, c'est la charge qui représente les revêtements, les trottoirs, donc le reste de la charge permanente. OK. Donc, dans ce cas-là, si on opte pour ce calcul, d'accord, il faut redéfinir la masse parce que la masse était calculée uniquement en fonction de poids propre. Donc, normalement, la masse, c'est la masse due au poids propre plus la masse due aux autres chargements. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est bon Oui. pour tout le monde? Voilà. Donc, comme ça, c'est une astuce pour tenir en compte des autres chargements. Et normalement, maintenant, la charge permanente, elle est constituée de GPP et de G. Donc, le SAP, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la GPP, qui est le poids propre, et G, et il va calculer la masse équivalente. Okay. Maintenant, vous pouvez me poser la question, comment on peut avoir la masse? Vous pouvez la calculer manuellement, faire un calcul rapide. Comme, puisqu'on modélise, on veut profiter le maximum de la modélisation. Donc, on peut tirer la masse à partir du SAP. D'accord? Je vais vous montrer comment. Donc, on va vers Display, Show Table. Voilà, Load Pattern Definition. Donc, il faut qu'on lance l'analyse avant, d'accord? Donc, maintenant, on a introduit la masse et la rigidité, elle est modélisée. On peut lancer l'analyse modale. Donc, on clique sur Run, d'accord? Et vous trouvez Date,
d'accord? Modal, donc vous voyez que modal, elle est automatiquement programmée par le SAP, d'accord? Voilà, Move 1 aussi, elle est automatiquement programmée. Et on a aussi GPP et G, les charges qu'on a. Donc, on va pas... Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, ici, on peut choisir quelle analyse les exécuter et les analyses qu'on ne veut pas les exécuter. D'accord? Donc, on va exécuter did. Bon, did, c'est pas modal. Voilà, move A et X, on va les voir par la suite. Et G, PP et G. D'accord? Et on clique sur Run. Donc ici, on a une modélisation linéaire du pont. Donc, vous pouvez choisir entre linéaire et plaque, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, on a lancé l'analyse modale. Voilà. Vous voyez les fenêtres, c'est bon. Oui, madame. Voilà, donc on peut visualiser les différents modes, d'accord, qu'on n'a pas pu la dernière fois les voir. Donc, ça, c'est le mode 1 qui correspond à une période de 0,68. Je vous ai montré la dernière fois comment calculer la période manuellement, analytiquement, et j'ai dit que cette analyse modale, quel est l'objectif de l'analyse modale? Qui peut me rappeler? Pourquoi on fait l'analyse modale? C'est une étape très importante lors de la modélisation et de l'analyse dynamique. Pourquoi on fait cette analyse? Qui se rappelle? Vous avez tous oublié? Pour déterminer le mode. Voilà, d'abord pour voir les modes des vibrations, c'est-à-dire comprendre les comportements vibratoires. Donc ici, si on va voir le premier mode, voilà. Donc les vibrations provoquées par le premier mode, ce sont des vibrations de type global. Donc, voilà, donc c'est bon. Donc s'il y avait un problème de vibration, on peut le visualiser. D'accord? Donc on passe au deuxième mode. C'est un mode dans le sens transversal. Ainsi de suite. Donc, on peut vérifier les vibrations de la structure. Donc, s'il y a une anomalie dans la modélisation, on peut la détecter à travers les modes propres. Et ce sont les premiers modes qui influent le plus sur les vibrations. Donc, ça, c'est le premier avantage de l'analyse modale aussi. Elle nous permet, donc dans l'analyse modale, elle correspond au calcul des modes propres, c'est-à-dire les formes de vibration de la structure, et aussi au calcul des périodes propres. Donc, on peut visualiser les périodes propres et les fréquences propres. Ici, la première période, elle est de 0,68, la deuxième 0,67, 0,67, bon, 0,66. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est donc les périodes propres, la première période propre, et on a dit qu'on peut aussi valider le modèle par le calcul analytique de la période propre et le comparer avec le modèle. D'accord? Donc, ça, c'est pour voir si la modélisation est bonne. La dernière fois, nous avons trouvé une période de 0,65. Aujourd'hui, elle est de 0,68. Qui peut me dire quelle est la différence? Pourquoi ce changement? Madame, parce qu'on a ajouté GPP et G. Très bien, parce qu'on a ajouté une fraction de masse, ce qui a influencé sur la période. Voilà. Et le calcul des périodes propres, il est important parce qu'il nous indique sur la rigidité du pont, donc s'il est flexible ou rigide. Et aussi, si on connaît la rigidité extérieure,
on peut faire une comparaison et on peut éviter le phénomène de résonance. D'accord? Donc, c'est une analyse, l'analyse modale est une analyse importante lors d'une analyse dynamique. Il faut toujours commencer par pour détecter les modes propres et les périodes propres. D'accord? Ainsi, cette analyse modale va être utilisée dans la méthode de calcul dynamique. Donc, il y a 3 avantages. Voir les formes de vibration, voir les périodes de vibration pour éviter le phénomène de résonance et les résultats de cette analyse vont être utilisés dans le calcul dynamique. D'accord? Donc, les résultats de l'analyse modale, on peut aussi les voir sous forme de tableau. Donc, on va vers Display, Show Table. Voilà. Et ici, on met Select Load Case. Donc, on sélectionne les chargements, nos chargements. OK. D'accord. Et on peut cocher Structure Output. OK. Et on obtient un ensemble de tableaux. Donc, ça, c'est par exemple Base Reaction. Bridge Object Force. Ce qui nous intéresse, c'est, bon, voilà, c'est les périodes et les fréquences. Donc, il y a un tableau qui comprend les périodes et les fréquences propres. D'accord? Donc, automatiquement, le SAP prend 12 modes propres. Si on a besoin de plus de 12 modes propres, on peut ajouter. Donc, vous voyez qu'il y a 12 modes propres. La première période est 0,68, la période fondamentale. D'accord? Et ensuite, ça va descendre jusqu'à 0,05. Donc, la période devient très faible. Il y a la fréquence en Hertz et en radians par seconde. Donc, si ça, c'est les pulsations. D'accord? Aussi, on peut trouver le facteur modal participation masse ratio. Ça, c'est aussi très important à le vérifier. Donc, ici, on peut voir, on peut vérifier le modèle. D'accord? Donc, vous voyez que pour chaque période propre, chaque mode propre, il y a une période propre et il y a une masse qui vibre. D'accord? Il y a un pourcentage de masse qui vibre. Donc, si on va pour le premier mode, il correspond à une période de 0,68 et le pourcentage de la masse qui vibre, c'est 0,37. Donc, 37% de la masse vibre dans le sens X et 48% dans le sens Y. Ceci parce que le pont comprend un biais. D'accord? C'est quand il est incliné. S'il n'y avait pas le biais, on peut trouver X et ici 0, donc 80% X, ensuite 0, ensuite, d'accord? Donc, ceci indique sur la... Donc, on peut voir que donc, le premier mode, c'est un mode qui conserve les vibrations dans le sens X et dans le sens Y. Le deuxième mode, par contre, la masse qui vibre, c'est une masse très faible. On dit que c'est un mode résiduel. Il n'apporte pas... il n'est pas important pour notre étude. D'accord? Donc, comme ça, on vérifie les modes. Troisième mode, c'est un mode qui va apporter aussi un pourcentage dans le sens X et un pourcentage dans le sens Y. Donc, si vous comparez, c'est presque l'inverse. D'accord? Ensuite, ce sont des modes qui sont des modes qui font vibrer une masse très, très faible. D'accord? Vous voyez? Donc, les masses qui vibrent à partir du quatrième mode, ce sont des masses très, très faibles. Donc, on peut dire ici que seulement le premier mode et le troisième mode qui sont des modes importants pour notre pont. Donc, si on prend le cumul des masses, on remarque bien que 85% de la masse vibre au troisième mode, que ce soit dans le sens X ou bien dans le sens Y. D'accord? Et les autres modes, ce sont des modes presque résiduels. Donc, maintenant, s'il faut vérifier,
il faut vérifier le premier mode et le troisième mode. Voir si ce sont des modes de type global. Global, ça veut dire que tout le pont vibre, pas juste des éléments de pont. Est-ce que c'est clair? On va utiliser ce tableau plus tard pour vérifier autre chose. Donc maintenant, c'est juste pour voir quelle est la masse qui vibre. Donc ici, on peut dire que la première période est une période fondamentale dans le sens X et Y. Donc, on n'a pas qu'un seul sens. Et aussi la troisième. Ceci est dû au biais. Vous pouvez, par exemple, prendre le même exemple avec un biais égal à 0 et vous allez voir que ça va devenir un grand pourcentage en X et très faible en Y. Ensuite, ils vont s'inverser. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. D'accord. Oui, madame. Bon, très bien. Donc, ça, c'est le pourcentage de participation de masse modale. Donc, ça, on a vu ce tableau, le tableau des fréquences. Et aussi, on peut voir, voilà, base reaction. On a dit la question qui se pose, comment obtenir la masse globale du pont? On peut voir la masse globale du pont, plutôt le base reaction. Elle donne la réaction globale du pont. Donc, si on veut calculer la masse du pont due au poids propre, donc ici, on a GPP. GPP qui donne une masse de 2030,44. Bon, bien sûr, il faut d'abord régler l'unité. Donc, je vais sortir pour avoir des kilonewtons. Voilà. On a dit pour pouvoir calculer avec le pourcentage de G par rapport à GPP, on peut calculer la masse ou faire sortir la masse du SAP. Voilà, maintenant, base reaction. Voilà, donc maintenant les unités sont en kilonewtons. Donc vous remarquez que les réactions sont en kilonewtons. D'accord? Et la réaction globale, c'est 9031,88 dans le sens Z dû à GPP. Dû à G, c'est 1806. Bon, ça, c'est sûr. Si vous allez le calculer, ça va être 20%. D'accord? Mais supposons qu'on n'a pas encore calculé le 20% et on se demande quel est le pourcentage des autres masses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette réaction. Donc, la réaction globale, c'est 9031,88. Divisé par 981, elle vous donne la masse. Et d'ailleurs, vous utilisez aussi cette masse pour le calcul de la période propre analytiquement. Donc, la dernière fois, je vous ai montré comment calculer analytiquement la période propre. Donc, vous pouvez prendre la masse modale, plutôt la masse totale du pont due au poids propre. D'accord? Et vous avez 903. Si on divise par 10, on suppose que la pesanteur égale à 10. Vous avez 903,18. D'accord? Donc, ça, c'est la masse due au poids propre. Et en contrepartie, vous avez les masses dues au revêtement ou les trottoirs ou le garde-corps. Et vous pouvez calculer le rapport pour voir quel est le pourcentage. On a dit généralement, vous trouvez des pourcentages autour de 20%. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, ça, maintenant, si vous voulez vérifier la période analytiquement, il faut prendre la masse due à GPP et G. D'accord? Il faut prendre la somme divisée par 9,81 et trouver la masse totale du pont. D'accord?
et vous calculez la rigidité en supposant les ressorts en série. Et vous pouvez vérifier la période par le calcul de K et M. C'est bon? Donc, ça c'est les éléments importants que vous pouvez les vérifier lors d'une analyse modale. D'accord? Bon, on a dit que c'est le premier mode qui est important. Donc, vous remarquez le type de vibration, ce sont des vibrations globales et vous remarquez aussi que ça suit le biais. Ça veut dire qu'il y a une partie dans le sens X et une partie dans le sens Y. Ce mode-là fait vibrer chaque travée indépendamment, mais on a dit que le mode 2 est un mode résiduel. Il n'apporte rien à la structure. Par contre, le troisième mode, il est important pour le pont. Et vous voyez aussi, c'est un mode global. D'accord? Donc, maintenant, on ne voit que les modes de type local. Donc, tout ce qui reste, c'était apporter des masses très, très faibles et on peut les visualiser. Donc, par expérience, vous allez détecter tout ça sans passer par le tableau des masses. D'accord? Donc, vous remarquez que toujours, il n'y a pas de... Donc, ici, on n'a pas vu la masse dans le sens vertical. On peut la voir. Donc, on a oublié de voir. On va revenir. Voilà. Donc, toujours, on vérifie les masses dans le sens Z, parce que dans le pont, on s'intéresse aussi à la composante verticale. D'accord? Donc, on remarque que les premiers modes ne font pas vibrer la période, la masse, ne font pas vibrer la masse. Ce sont des modes qui vibrent une masse très, très, très faible jusqu'au mode numéro 8, où il y a 59% de la masse qui vibre. D'accord? Donc, on peut vérifier ça. Donc, on a dit c'est le mode numéro 8. D'accord? Donc, on a juste entre parenthèses, vous pouvez exporter ces fichiers vers Excel. Je pense peut-être que vous connaissez ça. D'accord? Donc, vous pouvez exporter les fichiers vers Excel et les utiliser ou bien les présenter. D'accord? Vous avez beaucoup d'options aussi ici. Voilà, c'est le mode 8. Donc, si on prend jusqu'au le mode 7, donc pour voir si c'est vertical, il vaut mieux afficher le sens XZ. Voilà, XZ et voir les... Voilà, les... Donc, ça, c'est dans le sens X. Ça, c'est dans le sens, l'autre sens. Voilà. 4, 5, 6, 7. Donc, ça semble la ronde, mais il n'apporte pas beaucoup. Mais c'est le 8 qui est important dans le sens vertical. Voilà. Donc, si on va en 3D, voilà. Donc, ça, c'est le mode vertical. Ensuite, ce sont des modes résiduels. D'accord? Donc, on conclut que le premier mode et le troisième mode sont importants pour le sens transversal longitudinal du pont. Et le mode 8, c'est le mode important pour le sens vertical. D'accord? Et on a atteint, il y a 85% de la masse qui vibre dans le sens transversal longitudinal, mais dans le sens vertical, il n'y a que 59%. Donc, on va voir, on va utiliser ces pourcentages par la suite. Et on va voir que c'est insuffisant et il faut ajouter dans le nombre de ponts, de modes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, par l'analyse modale, on vérifie les vibrations, les périodes propres. Voilà. Donc, et elle va servir aussi pour le calcul dynamique. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Madame, pour moi, je n'ai pas compris pourquoi on a choisi le mode 8. D'après vous, quel mode? Parce que vous avez dit, normalement, les SAP nous donnent
12 modes. Et après, on a choisi le mode 8 et on a commencé les vérifications avec le mode 8. Mais pourquoi on a choisi mode 8 et non pas les autres au GPP ou G? Non, ça n'a rien à voir GPP ou G. L'analyse modale, c'est une analyse qui permet de calculer les différentes formes de vibration en utilisant la masse due à G et GPP. Elle fait vibrer cette masse, d'accord? J'ai dit qu'il y a normalement Quel est le nombre total de modes pour une structure, d'après vous? C'est 12. 12, c'est le nombre de modes pris par le SAP. Mais quelle est la limite? La limite, le nombre de modes. Donc, je sais que peut-être il faut revenir un petit peu à la dynamique des structures et au calcul modal. Je pense que vous l'avez fait très rapidement vu que vous avez un seul semestre de calcul dynamique. Je comprends ça. Normalement, le nombre de modes réels d'une structure est égal au nombre de degrés de liberté. D'accord? Bien sûr, le nombre de degrés de liberté est un nombre très important. Il est de 1000 à 2000. Et il a été démontré que seulement les premiers modes qui influent sur la réponse ou bien qui représentent le comportement global de la structure. C'est-à-dire, même si la structure est complexe, là, on peut aller jusqu'aux 30 modes, qui reste un nombre moins important par rapport à 1000 ou bien 2000, le nombre total de degrés de liberté. D'accord? Maintenant, quand le mode 8, j'ai dit, il est important dans le sens vertical. D'accord? Si on s'intéresse au sens vertical, c'est à partir du mode 8. D'accord? Donc, le mode 8 est un mode qui représente le comportement du pont dans le sens vertical. Et on a pu confirmer ça par la masse modale qui vibre. Voilà, donc si on va voir quelle est la masse qui vibre, chaque mode apporte un pourcentage de vibration de masse. Total, c'est 100%. Et chaque mode, il fait vibrer un pourcentage. D'accord? Donc, si on prend ça, modal masse ratio, on voit que dans le sens Z, les 7 premiers modes, il y a de 0,000, vous voyez, il y a une masse très, très faible qui vibre dans le sens Z jusqu'au mode 8, où on a presque 60% de la masse qui vibre. C'est pour ça qu'on a dit le 8e mode est important dans le sens vertical. Mais dans le sens horizontal, non, ce n'est pas la même chose. Le premier mode et jusqu'au 3e mode, le premier mode et le 3e mode, ce sont les modes importants dans le sens horizontal. C'est-à-dire maintenant, si on va avoir un séisme, une charge extérieure, si le premier mode va être excité, ça veut dire que 37% de la masse va vibrer et 48% dans le sens Y et X. Si le deuxième mode va être excité, c'est un mode résiduel, il ne représente pas le comportement de la structure. Donc, il ne va pas influencer sur la réponse. Par contre, le premier mode, 3e mode, il représente le comportement de la structure. Et dans le sens Z, c'est le 8e mode qui représente le comportement vibratoire de la structure. C'est clair? Celui qui a posé là. C'est bon? Oui, c'est clair. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie. Donc, par exemple, si pour un pont, on s'intéresse beaucoup plus à Z, donc il faut aller jusqu'au mode 8. Ce n'est pas suffisant de prendre 3 modes. Si on s'intéresse que au comportement transversal et longitudinal, on peut s'arrêter à 3 modes. Donc, maintenant, pour l'histoire de 12, le SAP prend automatiquement 12 modes. Voilà, il programme l'analyse modale et il prend 12 modes comme ça, parce que généralement, pour les structures simples, ça reste suffisant. Mais on peut augmenter ce nombre, comme on peut le diminuer si ça cause un problème. Donc, si on veut le changer, il faut aller vers Define. Donc, l'analyse modale, elle est programmée dans Load Case. Load Cases. Voilà, on peut aller vers Modal et Modify Show Load Case. Et on peut changer ici.
D'accord? Voilà, ça c'est donc c'est l'analyse modale. Elle est calculée par la méthode eigenvecteur. D'accord? Ça, ce sont des méthodes de calcul. Le nombre maximum de modes, c'est 12 et minimum, c'est 1. D'accord? Il a pris 12, donc on peut le changer. Par exemple, si on prend 20, OK. Donc ici, il faut refaire l'analyse, hein, parce que c'est un calcul qui se fait. Donc, voilà. Donc, si on va faire, il faut lancer l'analyse une autre fois. Voilà. Donc, si on va vers Display, Show Table. OK. On a 20 modes. Voilà. On a les 20 modes. D'accord? Et si on va vérifier le vecteur masse, voilà. Donc, on a dit dans le 8e mode, c'était important dans le sens Z. Donc, dans le sens Z, c'est toujours... donc, il n'y a que le 8e mode qui donne une valeur importante. Le comportement du pont est rigide dans le sens Z. Ceci est dû au poids du tablier sur la roque. Et les appareils d'appui travaillent dans le sens X et Y et ils sont encastrés. D'accord? Dans le sens vertical, c'est pour ça le mode dans le mode Z, il n'y a que 60% de la masse. Dans la direction Z, il n'y a que 60% de la masse qui vibre. Donc ici, si on va voir X et Y, donc la masse, le cumul des masses va augmenter jusqu'à atteindre 0,98, mais toujours en faisant vibrer un faible pourcentage de masse. Voilà. D'accord? D'accord, madame, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions concernant l'analyse modale, on va passer, je vais vous présenter le RPOA. D'accord? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé avant? Est-ce que vous avez utilisé le RPOA? Non, madame. Non. Donc, pour faire un calcul dynamique des ponts, des bâtiments, il y a le RPA 99 version 2003. Et pour les ponts, il y a le RPOA 2010. La dernière version a été en 2010, qui est même 2008. D'accord? C'est la version qui doit être utilisée pour le calcul des ponts. Je vais la mettre sur Teams. Voilà, ça c'est une version. Donc, je vais la mettre sur Teams. Et je vais la présenter aujourd'hui. Ça, c'est un résumé. Donc vous comprenez la réglementation, on comprend beaucoup de textes. D'accord? Donc, ça, c'est un résumé qui a été fait par le professeur Hamel lors d'une journée de présentation de la réglementation RPOA. D'accord? Donc, les premiers chapitres de RPOA. Donc, si on va vers le RPOA, voilà, je vais vers le sommaire. Donc, il y a introduction, exigence fondamentale, voilà, introduction, exigence fondamentale et règles générales de conception. C'est affiché chez vous, le RPOA. Oui. Voilà. Ensuite, les actions, donc elle comprend plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est introduction, exigence fondamentale, règle générale de conception. Ensuite, troisièmement, action sismique, analyse, donc tout ce qui concerne l'analyse dynamique. Ensuite, vérification de la résistance, le chapitre 5. D'accord? Ensuite, organes d'appui. Donc, vous voyez. Ensuite, dispositions constructives spéciaux aux appuis. Donc, vous trouvez tout ce qui est réglementation ici. Ensuite, vous passez au pont cadre et portique ouvrage enterré.
et il y a certains annexes pour le calcul que vous pouvez les utiliser lors de calculs dynamiques des ponts. Donc, les premiers chapitres vont être représentés. Donc, le principe de ce règlement, d'abord, l'objectif, c'est le principe de conception et de dimensionnement, les critères et dispositions constructives pour les ponts neufs à réaliser en zone sismique. Voilà, donc vous étudiez. Madame, on peut Comment? Je ne vous ai pas avoir ce entendu. document. Oui, je vais le On mettre. peut avoir- Vous voulez avoir le document? C'est ça. Oui, Je vais le mettre sur Teams. oui. D'accord? Donc, concernant le domaine d'application, c'est pour donc le RPOA, c'est pour le pont courant à tablier sur pile éculée. Pour les ponts portiques, pour les ponts portiques et ponts cadres, les ponts en arc, les ponts à béquilles et les ponts à haubans. D'accord? Donc, si vous avez à étudier ces types de ponts-là, vous pouvez utiliser le RPOA. Par contre, les ponts suspendus et les ponts de configuration extrême, d'accord? Je vais, voilà, c'est-à-dire, les mettre masqués, d'accord? Les ponts fortement biais ou les ponts courbes ne sont pas complètement couverts par ce règlement. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le domaine d'application. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Ensuite, les conditions d'application. Pour appliquer ce règlement, il faut avoir une qualification et expérience des personnels chargés des études et de la réalisation. Bien sûr, il faut être spécialiste en calcul des ponts, comme vous. Donc, vous avez fait un master travaux publics voies et ouvrages d'art. Pour le contrôle et suivi de la qualité des matériaux des études et de la réalisation, entretien et exploitation de l'ouvrage conforme aux hypothèses prises en compte lors de la conception et du dimensionnement de l'ouvrage. Autres règles de construction à satisfaire si les effets du vent sont plus défavorables. Il faut vérifier l'ouvrage en conséquence tout en respectant les dispositions constructives imposées par le présent règlement. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Vous pouvez lire l'introduction sur le RPOA. Elle est plus détaillée. Ça, c'est les points les plus importants. D'accord? Maintenant, la classification, on passe aux règles générales de conception. Dans les règles générales de conception, d'abord, il faut savoir que les ponts sont classés selon leur importance. On ne dimensionne pas les ponts de la même manière. Tels que les bâtiments. Donc, même pour les ouvrages, même pour les bâtiments, on ne dimensionne pas de la même manière. Il existe 3 groupes. Les ponts stratégiques qui doivent rester circulables après le séisme de calcul, acheminement des secours, itinéraire de desserte d'installations stratégiques. D'accord? Donc, ça, ce sont les ponts stratégiques qui doivent fonctionner même après le séisme. Ils ne doivent pas être touchés. D'accord? Donc, il faut les bien dimensionner, c'est-à-dire le risque ici, il faut qu'il soit minime. Le risque de dommage, il faut qu'il soit minimum. D'accord? Le groupe 2, ce sont des ponts importants qui portent franchissement au longe des autoroutes, des voies express et des voies à grande circulation, itinéraires de desserte d'installation de grande importance. Et le groupe 3, ce sont les ponts d'importance moyenne qui ne sont pas classés en 1 ou en 2. Donc, la première des choses, il faut classer votre pont. Est-ce que c'est un pont stratégique, important ou bien d'importance moyenne? Et ceci va influencer
par la suite sur le calcul de la charge sismique. Bien sûr, pour les ponts stratégiques, ça veut dire qu'on n'accepte pas de dommages et on accepte un peu plus pour les ponts importants et un peu plus pour les ponts d'importance moyenne. C'est-à-dire le risque, la probabilité d'avoir un risque sismique diminue pour le groupe 1, en allant du groupe 3 vers le groupe 1, ce qui fait augmenter la force sismique automatiquement. D'accord? C'est clair? Donc, ça, c'est la classification des ponts dans la dynamique. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Voilà. Donc, cette classification est du ressort du maître d'ouvrage à faire figurer dans le cahier de charge. Donc, bien sûr, dès le début, le pont doit être classé par le maître d'ouvrage. Les ouvrages des groupes 2 et 3 pourront être surclassés d'un rang si leur endommagement venait à menacer des bâtiments, équipements ou installations d'importance vitale. Donc, on peut changer de décision si ça menace autre équipement. Voilà. Les exigences fondamentales, exigences de non-effondrement. Donc, l'objectif de cette réglementation est, bien sûr, on ne peut pas éviter un séisme, mais on peut bien construire un ouvrage pour minimiser les dégâts. Donc, dans les exigences de non-effondrement données par l'ELU, il faut éviter l'effondrement total ou partiel du pont face à un séisme majeur, rare, dont l'intensité avoisine celle du séisme de calcul. C'est-à-dire, si le séisme est majeur, s'il est important, d'accord, ça veut dire qu'il a une magnitude élevée, d'accord? Donc, vous savez que les séismes sont mesurés sur l'échelle de Richter. Et l'échelle de Richter, elle est graduée. On trouve de 1 jusqu'à l'infini. Mais physiquement, la limite, elle est aux alentours de 9, 10. Donc, il n'y a pas de séisme qui dépasse ça. Donc, déjà, 9, c'est un séisme catastrophique. D'accord? Si on dit un séisme majeur, c'est un séisme qui a une magnitude à peu près de 6, 5,5. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on doit éviter l'effondrement total. C'est-à-dire, même s'il y a des dommages secondaires, il n'y a pas de problème. L'essentiel, qu'il n'y a pas un effondrement total. Maintenir son intégrité structurale et préserver une résistance résiduelle appropriée pour pouvoir supporter un trafic d'urgence. Donc, si le pont doit rester opérationnel, il faut veiller à ce qu'il supporte ça. Permettre l'inspection et faciliter les réparations éventuelles. Permettre la formation de rotules plastiques dans les piles dues à des actions sismiques réduites dans les zones de sismicité très élevées et pour des coûts de construction supplémentaires raisonnables. Éviter les pertes d'appui du tablier qui doit avoir un comportement élastique. Voilà. Maintenant, pour les exigences de minimisation des dommages, l'objectif est d'éviter les dommages structuraux, limiter ceux occasionnés aux équipements par un comportement élastique de la structure face à un séisme modéré plus fréquent, et aussi permettre la reprise du trafic après une courte inspection pour les ponts routiers. Les critères ELAS sont couverts par les critères ELU. Voilà, ceci parce que, on l'a dit, pour les ponts, voilà, les ponts routiers, donc il faut que la reprise du trafic peut être faite le plus rapidement. Donc,
En général, quelles sont les règles de conception? D'abord, il faut commencer par l'étude de site, identifier les conditions défavorables ou pénalisantes, telles que la présence de failles potentielles actives. Donc, si on a une faille sismique, vous connaissez c'est quoi une faille sismique? C'est quoi une faille sismique? Vous m'entendez? On ne connaît pas, madame. Voilà. La faille sismique, c'est dommage parce que vous n'avez pas fait le génie pas sismique. Donc, une faille sismique, c'est un point faible qui peut être formé lors de la libération des énergies. Donc, vous savez que l'origine des séismes, c'est le mouvement des plaques tectoniques. D'accord? Donc, les plaques tectoniques sont tout le temps en mouvement et ce mouvement-là peut engendrer la formation des failles au niveau des points faibles de l'écorce terrestre. C'est-à-dire, c'est comme des cassures. Voilà, c'est là où il y a probabilité d'avoir des séismes. Donc, dans ces régions-là, il faut les éviter. D'accord? Donc là, il faut faire attention, il faut faire le nécessaire. Donc, si on a la présence des failles. Maintenant, les zones liquéfiables. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire liquéfaction du sol? Donc, ce sont les points importants lors d'une étude dynamique, les points importants, point de vue géotechnique. Donc, bien sûr, pour le pont, déjà, la phase étude géotechnique a été faite, mais pour les zones sismiques, il y a quelques notions qui vont s'ajouter. D'accord? Les zones liquéfiables, ce sont des zones où on a une formation beaucoup plus sableuse du sol et elle est saturée. Et lors du séisme, donc le mouvement de cisaillement provoqué par le séisme peut diminuer la résistance du sol. Il va se comporter comme un liquide. C'est pour ça qu'on dit zone liquéfiable. D'accord? Troisièmement, les terrains instables, donc les terrains où il y a probabilité d'avoir des glissements, d'accord? Les terrains tassants, donc gorgés d'eau, là où il y a les tassements. Présence d'alluvions d'épaisseur variable en pied de pente et d'épaisseur importante en milieu de vallée. Présence de cavités, donc vous savez que dans certains endroits, on peut se retrouver avec des cavités souterraines, ce sont des vides. D'accord? Donc, certains essais nous permettent de les détecter. Présence de formations géologiques différentes au droit des appuis. Donc, aussi, ça, c'est important. Vous savez que le pont peut avoir une longueur très importante, des centaines de mètres. D'accord? Il peut même atteindre plus qu'1 kilomètre. D'accord? Et dans ce cas-là, les appuis peuvent être fondés dans des sols très différents. D'accord? Dans des sols très différents, ce qui peut provoquer un mouvement sismique variable. Variable, c'est-à-dire une pile, par exemple, elle est dans l'argile et une autre pile dans la roche. S'ils vont recevoir, malgré que c'est le même séisme, mais ils ne vont pas avoir le même déplacement, ce qui peut provoquer des dommages très importants pour le pont. Imaginez que les deux déplacements sont dans les deux sens inverses. D'accord? Le son, madame, le son.
Donc, le son a été désactivé. Je ne sais pas comment. D'accord. Maintenant, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'était pour plusieurs diapos اللي ما كنتوش تسمعوني؟ Ou là, à partir de quel diapo? À partir de quel diapo, s'il vous plaît? Fahedi, c'est bon? Quelqu'un Madame, est les bon? cavités. Madame, c'est différent. Les Eh, cavités, les cavités, cavités. d'accord. Donc, ici, j'ai dit que il y a possibilité d'avoir des cavités souterraines. Ce sont des vides, d'accord, qui peuvent exister dans le sol de fondation et ils vont fragiliser le sol. Donc, il faut les détecter. Il y a des essais spéciaux pour ça. Et il faut faire un traitement de sol si c'est nécessaire de construire le pont dans cette région, si on ne peut pas changer. D'accord? Et il y a la présence de formations géologiques différentes au droit des appuis. Ici, j'ai dit que dans certains cas, si le pont a une longueur très importante, les appuis du pont peuvent être fondés sur deux sols complètement différents. Par exemple, un appui sur la roche et un autre appui sur l'argile. D'accord? Et dans ce cas-là, les déplacements vont être très différents, variables, ce qu'on appelle la variabilité spatiale du mouvement sismique. Imaginez le cas extrême, par exemple, s'ils sont dans deux sens inverses. D'accord? Donc, ça va provoquer des dommages importants pour le pont. Il faut prendre en considération ça. Donc, tout ça est réglementé. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une mise en évidence des conditions défavorables éventuelles, détermination des paramètres de calcul de système de fondation. Donc, il faut décider quel est le système de fondation à adopter et classification du site. Il faut classer le site de fondation, s'il est rocheux, argileux, etc. On va voir quelles sont les différentes classes de sites. Et bien sûr, nécessité d'études complémentaires spécifiques. Si on est en présence des sols liquéfiables ou bien de cavités, etc. Donc, dans ces cas-là, on peut décider d'ajouter des études complémentaires. Pour l'implantation de l'ouvrage, il faut éviter la proximité immédiate d'une faille active. Donc, j'ai dit que les failles, ce sont les points faibles. C'est là où il va se situer le foyer du séisme. Donc, si on peut éviter ça, c'est bon. Sinon, si on est obligé de construire, parfois, on ne peut pas changer le site. Donc, dans ce cas-là, il faut la prendre en considération. Donc, prévoir des travaux préalables éventuels de confortation du site en présence de zones liquéfiables et instables ou de terrains tassants. Donc, si on a le problème des sols liquéfiables, il faut passer par des traitements, voilà, s'il y a des glissements, il faut faire le nécessaire pour éviter tout ça. Donc, ce sont des problèmes géotechniques qu'on peut les éviter en faisant les traitements et les études nécessaires. Voilà. Pour les fondations, il faut éviter des fondations superficielles pour les culées en tête de remblai. Voilà. Bon, généralement, les culées sont situées dans la partie superficielle. D'accord? Si on a des remblais, il faut éviter de mettre des fondations superficielles et opter pour des fondations profondes. Éviter les fondations superficielles pour les piles sur des terrains lâches ou compressibles. Favoriser les fondations provantes en présence de sols liquéfiables. Négliger en général les effets d'interaction sol-structure, sauf dans les cas où les effets du deuxième ordre sont importants. Donc, ce sont des effets de deuxième ordre, ce sont des effets dynamiques.
Je peux vous les expliquer par la suite. Les fondations sont massives ou profondes et en présence des sols très mous. Donc, dans ce cas-là, nous devons tenir en compte l'interaction sol-structure, c'est-à-dire on doit modéliser aussi le sol et introduire l'effet du sol dans le calcul du pont. Drainer le sol derrière les culées et dans les remblais d'accès. Voilà. Pour les tabliers, pour les tabliers, il faut favoriser les tabliers légers et continus, éviter les tabliers à travers isostatiques en zone de forte sismicité, prévoir une distance d'appui suffisante du tablier sur appui. Bon, ici, pourquoi on évite les tabliers à travers isostatiques en zone de forte sismicité? Et pourquoi on favorise les tabliers continus? C'est-à-dire, c'est comme si on favorise les schémas hyperstatiques par rapport au schéma isostatique du tablier. Quel est l'avantage des tabliers continus par rapport au travers isostatique? Qui peut répondre? Madame, dans les tabliers, en cas d'hyperstaticité, tout le tablier va réagir face au séisme. Hein? Par contre, en état Isostatique? il y a un danger plus grand que l'hyperstatique parce que c'est une partie, une trappe. Donc, chaque travée va se comporter indépendamment par rapport à l'autre. Et aussi, si vous revenez au comportement non linéaire, d'accord, donc vous savez que le schéma hyperstatique, tant qu'on a un degré d'hyperstaticité plus élevé, tant que le matériau travaille plus dans le domaine non linéaire, c'est-à-dire il y a une ductilité plus importante. D'accord? Donc, vous savez que la formation d'une rotule plastique diminue le degré d'hyperstaticité par 1. Donc, si on a un schéma hyperstatique, donc la structure est plus ductile et elle a un comportement meilleur en zone sismique. D'accord? Troisième point, prévoir une distance d'appui suffisante du tablier sur ses appuis. Donc, ici, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est de laisser, parce que entre un appareil d'appui et un autre, il y a un vide. Donc, il faut laisser la distance suffisante pour que le tablier se déplace sans provoquer de dégâts. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut voir un schéma. Je ne sais pas s'il y a dans le... Donc, je ne sais pas si ça existe ici, dans le tablier. Je ne sais pas si c'est schématisé ou pas. Dans le tablier, je vais ramener la souris. Voilà. Le son, madame, le son. Le son, je ne sais pas pourquoi il se désactive. Comment est désactivé? D'accord? Donc, si vous allez refaire ça, je vais considérer la séance faite ou ça est. C'est pas normal, hein?
Voilà, donc ça c'est, j'ai dit que ça c'est la distance. Donc entre l'appareil d'appui et un appareil, donc il y a une distance qui laisse, où il faut laisser une certaine liberté de déplacement. D'accord? Aussi dans le sens longitudinal. Voilà, dans le sens longitudinal. Cette distance aussi doit être bien calculée pour s'assurer, laisser un déplacement. Il faut laisser un déplacement aussi, un vide nécessaire pour laisser une liberté de déplacement des différentes poutres. D'accord? Donc, voilà ce qu'il veut dire par cette remarque. Prévoir une distance d'appui suffisante du tablier sur ses appuis. Éviter d'avoir des travées de rive trop courtes par rapport aux travées adjacentes. Limiter la distance entre le centre de masse du tablier et le centre de raideur élastique des appuis. Donc, comme vous le savez, il y a deux centres. Il y a le centre de masse, c'est le centre de gravité de la répartition de la masse. D'accord? Et le centre de raideur élastique des appuis, c'est le centre de rigidité. Si on prend par exemple ce point-là, la masse, elle est répartie d'une façon uniforme. Donc, le centre de masse va se situer au milieu. D'accord? Et le sens de rigidité va être aussi au milieu parce que la rigidité, elle est donnée par les appareils d'appui situés au niveau des culées et situés au niveau du pont. Donc, on a une certaine symétrie de la rigidité et de la masse. Donc, ils vont se situer au milieu. Maintenant, imaginez si on a une pile, une autre pile ici. Et on n'a pas la pile de ce côté-là. Ceci va produire une rigidité importante de ce côté-là par rapport à celui-là. Donc, le centre de rigidité va être excentré par rapport au centre de masse. Vous avez compris? Vous comprenez? Donc, il y a un centre de masse qui représente... Madame, vous pouvez répéter l'explication? Donc, il y a un centre de masse et un centre de rigidité. D'accord? Le centre de masse, il représente le centre de gravité de la répartition des masses. C'est-à-dire, si on a la même masse sur tout le pont, il va être au milieu. Si, par exemple, il y a une masse très importante de ce côté-là, il va être de ce côté. D'accord? C'est clair? C'est clair pour le centre de masse? C'est la somme des MIXI sur la somme des MI. Maintenant, il y a un autre centre, c'est le centre de rigidité. La rigidité du pont, elle est donnée par les piles et les appareils d'appui. Pour ce pont-là, on remarque que il y a le même nombre d'appareils d'appui sur les deux culées ainsi que sur la pile. Donc, c'est réparti symétriquement. Donc, le centre de rigidité, il va se situer au milieu. D'accord? Maintenant, imaginez si on ajoute une pile ici. Ça veut dire qu'on a ajouté un élément de rigidité, d'une certaine rigidité, avec des appareils d'appui. Donc, le centre de rigidité ne va pas rester au milieu, mais il va être de ce côté-là. D'accord? Et par contre, le centre de masse reste au milieu. Et donc, on va avoir une excentricité, une différence entre le centre de masse et le centre de rigidité. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Donc, ceci, qu'est-ce qu'il va provoquer? Limiter la distance entre le centre de masse du tablier et le centre de raideur élastique des appuis. Donc, si on a une excentricité entre les deux centres, ça va provoquer un moment de torsion qui est égal à la force sismique fois le bras de levier, où le bras de levier, c'est cette excentricité. Donc, tant que l'excentricité est importante, tant que le moment de torsion va devenir important. Et vous savez que la torsion apporte un comportement qui n'est pas bon. D'accord? C'est clair?
Donc, ensuite, éviter les tabliers fortement biais ou présentant. Donc, je vais mettre la batterie. Présentant une forte courbure en zone de forte sismicité. Donc, bien sûr, vous avez remarqué déjà dans le pan étudié, il présente un biais, que ça joue un rôle sur les formes de vibration. D'accord? Donc, dans les zones de forte sismicité, il faut éviter les tabliers qui sont fortement biais ou présentant une forte courbure en zone de forte sismicité. Maintenant, pour les appuis, interface appui-tablier, éviter la rupture fragile des fûts des piles, choisir la liaison tablier-appui pour limiter les déplacements du tablier, les effets dans les appuis, deux approches pour la conception des appuis. Il y a les appuis ductiles, où on suppose formation de rotules plastiques, dispositions constructives. Donc, dans ce cas-là, il faut choisir des dispositions constructives de telle sorte à favoriser la formation des rotules plastiques. Et deuxième approche, c'est appui élastique plus appareil d'appui, donc tel que utilisé dans le pan étudié. Les appuis ductiles sont à retenir dans les zones à sismicité élevée. Les rotules plastiques doivent être accessibles pour le contrôle et la répartition. Voilà. Leur formation doit être confirmée par le calcul. Donc, ça, si on décide de mener un calcul non linéaire. Pour les butées contrôle des déplacements, butée de sécurité pour empêcher la porte d'appui du tablier sous séisme ultime. Butée de blocage, c'est pour limiter le déplacement relatif des deux pliés par rapport à ces appuis. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans ça. Voilà. Donc, ici, on remarque qu'il existe les socles. D'accord? Donc, ces socles-là, ils doivent être bien dimensionnés de telle sorte à éviter un déplacement très important des ponts. D'accord? Donc, dans le cas de forte sismicité, ils peuvent jouer le rôle d'un frein. D'accord? Donc, ils ne sont pas là, mais le rôle, c'est de limiter le déplacement dans le sens transversal. Voilà, dans ce cas-là, on remarque qu'ils sont mis au niveau de la pile et au niveau des culées. Voilà. Les zones d'abou, joints de chaussée, prévoir des joints de chaussée à de largeur suffisante. Les équipements de tablier, éléments de rive, les fixations des éléments de tablier et l'ancrage des éléments de rive doivent être calculés. Voilà. Donc, maintenant pour la classification des zones sismiques. Donc, vous savez que le territoire national est divisé en 4 zones sismiques. D'accord? Il est divisé en 4 zones sismiques. Il y a la zone 0 qui est en vert, la zone jaune et la zone verte, la zone mauve et la zone rouge. Donc, la zone, si on va ici, donc voilà. La zone 3, c'est la zone la plus sévère, d'accord? C'est la zone qui est en rouge. Donc, ça, c'est la zone 3. Ça, c'est la zone 2B, la zone 2A et la zone 1, la zone 0. Donc, dans l'étude dynamique, il faut situer le pont dans quelle zone il est situé, d'accord? Il faut définir quelle est la zone où il est construit. Donc, le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité croyante. Donc, il y a la zone 0 où on n'a pas besoin de faire un calcul dynamique jusqu'à la zone 3 où c'est très élevé. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir à ça. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va revenir à ça la séance prochaine parce que c'est à partir de là qu'on commence le calcul de l'action sismique. Est-ce que c'est bon?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon, madame. C'est bon, c'est clair? Donc, je vais mettre les documents sur Teams. Essayez de voir. Donc, ça, c'était un résumé de RPOA. On va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, bon courage pour la suite et à la semaine prochaine. Merci, Merci, madame. madame. Je vous en prie.